Hello, bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, nous, on est dans l'ambiance et dans le parfum, justement, de Ramadan. Eh bien, aujourd'hui, on commence à 8h30, donc on essaye de vous habituer au Bonjour d'Algérie de Ramadan. On va commencer à 8h30, on finit à 10h. Donc, les 90 minutes, ils seront là. Donc, avec différents plateau, bien sûr. On va parler un petit peu. Alors, on aura aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 18 février, qui correspond à quoi? Et bien sûr, ça correspond à la journée du martyr, la journée nationale du martyr. Eh bien, en cette matinée, on va parler de ce grand événement de la journée et de la semaine avec Monsieur Mohamed Belhaj. Alors, lui, il est professeur en histoire à l'université au rang 1, Ahmed Ben Bella. Et bien sûr, on parlera de droit avec notre conseillère juridique Jamila Saber. Il sera question de parler le droit de préemption de l'État dans les ventes immobilières selon la loi des finances 2026. Et bien sûr, l'invité de la matinale en cette matinée, c'est Monsieur Delis Serfes qui nous vient de Belabès. Bien sûr, le petit Paris, on va dire, une très très belle ville de l'Ouest, pleine gorgée de traditions, de coutumes. Eh bien, nous recevons avec nous l'auteur de Moi, l'indigène, de Mercier-Lacombe. Alors, vous allez savoir quelle est l'ancienne appellation et bien sûr la nouvelle appellation. Et bien sûr, dernière ligne droite, la musique avec l'association Nassim El-Andalous, en présence de deux membres d'ailleurs. Alors, Mohamed El-Habib Mansouri, vice-président de l'association Nassim El-Andalous, accompagné de Madame Faliha Belkhoudja, musicienne et membre de l'association. On devait recevoir une dame, alors une grande dame, présidente de l'association Rêve d'enfants, c'est Madame Houeria Kalloussi, mais malheureusement, elle vient juste de nous dire qu'elle est vraiment malade. D'ailleurs, on va dire, elle a une grippe carabinée, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Eh bien, puisqu'aujourd'hui on est le 18 février, c'est la journée nationale du martyr, on vous offre cette belle chanson interprétée par une voix ancestrale, Warda Jazairiya, Biladi Uhibbuki. On se retrouve juste après. فالفرحة الكبرى تاجي شو بأطلعي عد يا حبيب الروح وامسح أدمعي فالفرحة الكبرى تاجي شو بأطلعي نادى بنا يوم اللقاء الأرواح يوم اللقاء الأرواح فارفع يديك وضمني واهتف معي عد يا حبيب الروح وامسح أدمعي فالفرحة الكبرى تجيش بأطلعي عد يا حبيبي أدمعي فالفرحة الكبرى تجيش بأطلعي نادى بنا يوم اللقاء الأرواح نادى بنا يوم اللقاء الأرواح فارفع يديك وذمني واهتف معي عدنا إليك جزائري عدنا إليك عدنا وأجنحات المنى رفت عليك عدنا إليك جزائري عدنا إليك يا حبيب الروح غنوا غنوا انتوا غنوا
جزائري عدنا إليك قولوها عدنا وأجنحات المنى رفت عليك قولوها انتما عدنا إليك جزائري عدنا إليك عدنا Nous nous inclinons devant la mémoire de nos martyrs. Allahumma arhamhum waghfir lahum ya Rab. Et puis, min ahl al-jannah, ça c'est sûr, parce qu'ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur jeunesse aussi, ils ont donné même des enfants qui sont des martyrs. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Et puis, on les remerciera jamais assez de nous avoir permis déjà de vivre en liberté chez nous. D'ailleurs, on a vu Warda al-Jazairiya qui pleurait en évoquant l'Algérie. Ça, c'est le cœur qui parlait. Ce n'est ni la chanson ni la mélodie, c'est le cœur. Et le cœur, quand il parle de l'Algérie, la Ghalb, c'est l'Algérie. L'amour du pays, c'est un amour inconditionnel d'ailleurs. Donc, le 18 février, qui correspond avec la journée nationale du martyr, Yaoum al-Watani les Shahid. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Belhaj. Alors lui, il est professeur d'histoire à l'université de Oran, hein, Ahmed Bembella. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, moi aussi, je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour en parler en quelque sorte sur cette journée symbolique Très et emblématique, importante. bien sûr. Alors, oui. déjà, quand il faut commencer par de parler de cette journée, c'est que quelle est la signification D'accord. de cette journée déjà, surtout pour la nouvelle génération. D'accord. Le 18 février, ça coïncidait avec la fondation de l'organisation des enfants de Moujahidine, des Chouhada, qui a eu lieu à Alger le 18 février 1989. Et cette journée a été décrétée en décembre 1991 comme une journée du Shahid, telle que comme les autres journées d'histoire, comme la journée du Moujahid, 19 mars, comme la journée de la victoire, comme vous le dites, la journée de l'indépendance aussi. Le 5 juillet, le 1er d'accord. novembre. Il y a d'autres journées qui ont été décrétées par Monsieur le Président de la République, comme la journée nationale de la mémoire, le 8 mai de chaque année, la journée du scout, le 27 mai, Effectivement. la journée du commerçant aussi, qui a contribué dans la lutte de l'indépendance de l'Algérie. Il y a aussi même la journée de l'imam, le 13 septembre, ces journées qui ont été décrétées par le président. Et c'est des journées qui sont symboliques, emblématiques, avec beaucoup de signification. Cette journée a beaucoup de signification, mais elle ne peut pas abréger ces sacrifices des générations. C'est le symbole. D'accord. C'est le Elle symbole. ne peut pas sacrifier. Ce n'est pas l'arbre qui recouvre la forêt. À travers l'histoire de l'Algérie, il y avait beaucoup de sacrifices. Quand on parle de l'histoire, par exemple, d'Oran, les alentours de notre ville, il y a aussi les chouhada. Si on veut aller un peu plus loin, dans les alentours de la ville d'Oran, il y a les chouhada de la libération des Espagnols qui a eu lieu dans ce mois de février, le 27. Effectivement, d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a des événements qui vont se faire. D'accord. Il y a beaucoup de chouhada, des tolba du Coran, talabat al-Qur'an, l'armée des tolba, Jish al-Tolba. Et il y a beaucoup de cimetières qui sauvegardent toujours cette mémoire. Cette journée pour la ville d'Oran, il y a aussi les victimes ou les shahid de la Tahtaha qui a eu lieu le 28. C'est un grand événement, d'ailleurs, ça a été un carnage. Si on parle uniquement dans notre localité, dans le micro-histoire,
on peut parler beaucoup de sacrifices. Même, D'ailleurs, pardon, c'est hier, juste pour ne pas dépasser d'accord. l'événement que vous avez évoqué maintenant. C'est un événement très important d'ailleurs, des événements du carnage de Tahtaha. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de shuhada, enfants, qui sont D'accord. tombés sur le champ. Justement, quand on parle de ça, il y a beaucoup de shuhada d'Oran qui ont, qui sont emblématiques. Alors, je parle du premier étudiant. Le premier étudiant qui a été shahid, c'est de la ville d'Oran, c'est Zador Brahim. Zador Brahim, C'est effectivement. c'est le fils de la ville d'Oran. Ouais. Parmi les fils de la ville d'Oran, il y a aussi Zabana, le premier guillotiné. Oui. Le dernier guillotiné aussi, c'est le fils de la ville d'Oran, c'est Shrayt al-Shrif. Ouais. Même il y a des femmes Il y a beaucoup de shahidettes. femmes, oui. Et il y en a beaucoup ici à Oran, telles que les sœurs Ben Slimane, Slimane, Houaria et Saadia. Même, vous parlez tout à l'heure des enfants, il y a Fatima Zahra, la fille du commandant Moussa, sa seule faute, c'était la fille d'un combattant. Ouais. Elle a été tuée par les forces de l'ordre d'une façon atroce, voilà. Même ici à Oran, si on parle de la ville d'Oran, hier on a parlé des 5 shuhada qui ont été guillotinés le 7 février 1957 d'une façon terrible, voilà, terrible. Voilà, ce mois aussi, bon, ça coïncide aussi cette date du 18 février avec la création de l'OS, l'organisation spéciale, à peu près c'est la même date, le 16 février 1947, et cette organisation qui a contribué à la préparation importante pour la révolution algérienne. La révolution algérienne, bien sûr. Donc la signification du 18 février d'ailleurs et la proclamation de la journée nationale du Shahid le 18 février, d'ailleurs ce n'est pas anodin, hein, ça n'a pas été choisi comme ça en aléatoire. Donc ça a eu une signification, d'ailleurs c'est un mois gorgé de dates très importantes. Il y a aussi les shahids des explosions de la bombe atomique nucléaire de Reggen. Du Sahara, oui. Oui, du Sahara. D'ailleurs, on voit d'ailleurs, il y a eu des répercussions sur la santé de la population. Oui. Il y a d'abord des shahids. Hein. Oui, il y a des shahids, oui. Il y en a eu beaucoup. Oui. Très bien. Alors là, c'est en quoi cette journée contribue-t-elle au devoir de la mémoire et à la transmission, justement, des valeurs de liberté et de souveraineté aux générations futures? D'abord, on est fiers d'appartenir à ce pays, à l'Algérie. À cette grande nation. Quand on parle de l'Algérie, on parle des sacrifices, on parle de la rébellion permanente. On n'accepte pas cette domination des autres. Et c'est pour cela, les dates comme ça, comme cette date du 18 février, je tiens à dire que c'est une date emblématique, mais c'est une date très très importante pour transmettre ce message. Il y a des Algériens qui sont on parle toujours des shahids qui sont connus, mais on a beaucoup qui sont méconnus. D'ailleurs qui sont méconnus. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure des shahids. Il y a des shahids sans tombe, comme Hamou Boutlilis par exemple. Effectivement. C'est un shahid qui est connu, mais on a beaucoup de shahids qui sont oubliés, on ne sait pas même pas les ordres. D'ailleurs, c'est le rôle des chercheurs en histoire, des professeurs en histoire, pour nous remémorer un petit peu que les shahids, ce n'est pas uniquement des noms qui ont été évoqués dans les livres, dans les recherches, etc. Donc il y a même des shahids qui sont méconnus. Oui, d'accord, c'est pour cela qu'on dit en histoire, dans l'écriture de l'histoire est une opération
est une opération renouvelable. Effectivement. À chaque fois, il y a des découvertes, Oui. il y a des archives, il y a des témoignages qui peuvent contribuer à nous guider, à savoir les parcours de ces shahids et même leur sort aussi. C'est un travail très, très, très important qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts aussi et des déplacements. Je peux dire que c'est un chantier, ce domaine c'est un chantier de recherche dans l'histoire. Par exemple, même, c'est pas uniquement que l'historien ou le prof d'histoire ou le chercheur en histoire, mais il y a aussi d'autres instances, d'autres compétences. Par exemple, comme la télévision. Moi, je suis passé plusieurs fois dans les plateaux de la télévision algérienne à travers la station d'Oran. On a parlé des shahids méconnus comme Shahid Bardadi Mohamed. Moi, je suis passé à l'école qui porte son nom, ici à Gambetta. J'ai demandé à la directrice, est-ce que vous avez des renseignements? Des renseignements sur ça, des archives, peut-être des... Elle m'a dit, Non. j'en ai que la date de son naissance, la date de son décès et sa photo, sa petite photo là. Alors, on a fait des recherches, on est arrivé à beaucoup de renseignements qui sont fiables et très importants. Même on a eu on a interrogé en quelque sorte la mémoire locale. Il y a même ces compagnons qui sont toujours en vie. Et ils ça nous fait ont, plaisir, oui, des témoignages ces vivants. témoignages et qui nous ont donné beaucoup d'enseignements sur ce réseau de Bardadi Mohamed qui a été très important. Et pour vous dire, Bardadi Mohamed et son compagnon Moulay Mohamed qui ont été exécutés ici à Canastel avec un grand courage le 1er juillet 1959. Et quand on parle de ces shahids, on parle beaucoup, à travers l'Algérie, il y en a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de sacrifices, soit des femmes ou des hommes, même des enfants, des vieillards aussi, qui ont sacrifié. Oui. D'ailleurs, tous les Algériens ont mis la main dans la main pour lutter justement contre le colon, pour dire non au monde entier, qu'on n'accepte pas le colon, on n'accepte pas que quelqu'un puisse nous guider, on n'accepte pas que quelqu'un, un intrus chez nous d'ailleurs, et on est en train de déclamer justement... Et pour vous dire, hier j'ai été accueilli par notre armée, le centre d'information et aussi par l'université d'Oran. On a parlé des shahids, des 5 martyrs qui ont été exécutés le 7 février ici à la prison d'Oran. En parlant, en interrogeant la mémoire ou les témoignages, ils ont parlé d'un courage incroyable, oui, un courage. Il faut avoir vraiment du cran et du courage. Parce que l'exécution a été spectaculaire. Les shahids assistaient à leurs compagnons, l'exécution de leurs compagnons en direct. Et en parlant entre eux pour s'encourager et pour aller à l'autre monde, comme au paradis de l'autre monde. De l'autre monde, effectivement, parce que déjà quand on voit, d'ailleurs, Ahmed Zabana, c'est l'un des shahids, c'est l'un des d'ailleurs, ça a quand on parle d'Ahmed Zabana, on parle de sa lettre qui parle beaucoup de sacrifices. Et quand on parle des lettres aussi, on évoque la lettre de Hassiba Ben Bouali. C'est une lettre qui présente ce sacrifice et l'attachement à la nation, à la patrie et à l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il faut avoir vraiment du courage
courage pour aller vers la guillotine. D'ailleurs, quand on prend l'exemple, quand on parle de Ahmed Zabana, Rabbi Yarhamou, donc il a choisi justement de partir, d'être guillotiné. Donc il faut vraiment le faire. Hein, On a le témoignage de Monsieur Qaddour Nair qui nous parle beaucoup de l'exécution de Shariyat Ali Sharif. Oui. Il dit que c'est pas cette guillotine qui va arrêter l'Algérie. Effectivement. S'il y a Shariyat Ali Sharif qui va être guillotiné, il y en a d'autres, Shariyat Ali Sharif qui vont porter cette idée de l'indépendance. D'ailleurs, quand on voit l'arrestation de l'Arbi Ben Mhidi, Rabbi Yarhamou, donc il leur a dit, de toute façon, la lutte ne va pas s'arrêter à moi. Hein. Donc là, il était en train de leur parler d'une certaine façon intelligente, mais confiante aussi. Et confiante aussi. Il était très confiant. C'était un homme fort, un fort caractère. C'est-à-dire, je suis déterminé. Il n'y a pas que moi qui est déterminé. Il y a tout un peuple derrière moi qui est là, qui n'accepte pas le colon, qui n'accepte pas la France chez nous. Donc, on voulait, le peuple algérien voulait vivre libre, libre de ses actes, libre de son identité, avoir son histoire, avoir tout, en tant qu'Algérien. Moi, d'ailleurs, je dis toujours qu'on est Algérien avec un grand A. On est très fiers de notre histoire, puisqu'on donne l'exemple à d'autres pays, à d'autres peuples aussi qui sont opprimés, afin de ne pas accepter justement... Ne pas céder aussi. Ne pas céder, effectivement. Alors, et là, pensez-vous que la commémoration de la journée du Shahid peut renforcer le sentiment d'unité nationale? Oui, effectivement. De quelle façon? Bon, il y a le système éducatif qui est là. Très important. Très important et qui donne beaucoup d'images de ce sacrifice. Et quand on parle de l'unité nationale, il y a des shahids qui sont d'une région, mais ils tombent dans les champs d'honneur dans d'autres régions. On a beaucoup d'exemples, comme l'exemple de Ben Abdel Khamdan, qui vient de Constantine et sera parmi les premiers shahids de l'Algérie à Mostaganem. Il y a quelques mois, j'ai parlé d'un certain Ould Awali Abdel Halim. C'est un étudiant natif de Mascara, de Elkart, et il s'est trouvé à Laurès et il est tombé dans les champs d'honneur en compagnie de Shahid Mustafa Ben Boulaïd. Il y a l'Arbi Ben Mehdi, vous avez parlé de l'Arbi Ben Mehdi qui vient de l'Est algérien et qui s'installe ici dans la Wilaya 5. Et j'ai le témoignage de M. Tammouh Abdallah. Vous le connaissez, c'est le poète. Il parle de son père. Il parle de son père et il dit que l'Arbi Ben Mehdi, quand il a quitté sa région, la région de Porcey, il a dit et pour cela, après l'indépendance, les moujahidines de la région ont dénommé le Porcey Marsa Ben Mehdi. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a aussi cette unité qui peut être renforcée par des exemples. Quand on parle de Sil Hawaz et Amirouche, Sil Hawaz de Ouled Jellal, Amirouche de la Kabylie, qui tombe dans la région de Boussaada. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, les moujahidines des transmissions qui sont formés ici dans la Wilaya 5, qui se trouvent dans toutes les régions de l'Algérie. Et beaucoup d'eux qui tombent dans les champs d'honneur dans toute l'Algérie. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer, mais il y a d'autres instances, d'autres compétences qui peuvent contribuer dans cette unité. Il y a les médias, la télévision, il y a aussi
الشؤون الدينية les affaires religieuses les imams etc. Il y a aussi les associations qui sont là, les associations qui œuvrent beaucoup, et je salue beaucoup d'associations qui sont là, les musées aussi, voilà. D'ailleurs le directeur du musée est en train de préparer un événement la semaine prochaine. Je me rappelle d'un discours du ministre du Moudjahidine. Il dit que le ministère du Moudjahidine a deux missions. La première mission, c'est entretenir les Moudjahidines qui restent, mais la deuxième tâche qui est très importante, c'est l'histoire et la mémoire. C'est la mémoire. Ouais, c'est immortaliser ces sacrifices des Algériens qui ont contribué. Bon, l'Algérie a été toujours rebelle. Quand on parle des martyrs, on peut aller dans le fond de l'histoire de l'Algérie, tel que Yororta et Takfarina, et d'autres. Alors c'est d'ailleurs l'histoire de l'Algérie, elle est à conserver d'ailleurs et à écrire et à mettre à jour aussi, parce qu'il y a des recherches qui se font au fur et à mesure. Donc on trouve beaucoup de choses lors de cette belle histoire d'ailleurs, qui est, comme je l'ai dit, l'exemple vivant pour les nations opprimées, afin de prendre l'exemple de l'Algérie, avec avec un couffin d'ailleurs, où on transportait les bombes en couffin. Donc, pour rappeler aussi le rôle que le ministère de Moudjahidine, ou la mission qui est toujours là, ici à Oran, aujourd'hui, il y a des shahids qui seront réinhumés à Agdiyel, dans des tombes qui sont à leur honneur. À leur honneur, voilà, dans le centre-ville de Gdeyl. Aujourd'hui, le 18 février, sous le patronage du monsieur Loueli et la direction des Moudjahidines. Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre. C'est toujours un plaisir, d'ailleurs, de parler d'histoire, de parler de nos chouhada, de parler de la mémoire, justement, de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ce n'est pas uniquement 54-62, mais bien avant, depuis 1830, d'ailleurs. La résistance, oui. La résistance a commencé depuis 1830, depuis le premier jour où le colon a mis les pieds, on va dire, à l'Algérie. L'Algérien n'a jamais accepté. C'est la prise d'Alger, c'est pas l'Algérie. Hein. Le 5 juillet 1803, c'est la prise d'Alger. C'est pas l'Algérie. L'Algérie a été toujours rebelle, toujours... D'ailleurs, je crois en 1832, Ouaharan. Non, le 5 janvier 1831. Ah, voilà. Très bien, j'étais pas loin. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Je tiens à saluer mes compagnons, le prof d'histoire, monsieur Mebarki Qassem, et aussi monsieur Hebbel Taïeb, qui sont mes conseillers de chaque jour, voilà. Très bien. Quotidien, voilà, Ramadan Moubarak, et puis Ramadan, Inch'Allah, يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله, وتصوموا بالصحة والهنا, vous et tout, on va dire, votre entourage, que ce soit professionnel ou familial. Très bien. Alors, et là, maintenant, tout de suite, les bienfaits des fruits secs, puisqu'on va les utiliser demain. Donc, on avait envie de remémorer un petit peu leurs bienfaits. Alors, restez avec nous, puisque la rubrique de droit vient juste après. Amandes, noisettes, noix, figues, abricots, pruneaux ou raisins séchés. Les fruits secs, des fruits frais ayant été déshydratés, et leur consommation remonte déjà au Moyen-Âge, où des fruits secs sont devenus incontournables. Les Romains aimaient déjà picorer des noisettes, des figues ou encore des dattes. Quels sont les bienfaits des fruits secs? Eh bien, les fruits secs sont plus riches en acides gras, en oméga 9, 3 et 6. Par contre, les fruits séchés sont pauvres en acides gras saturés, ce qui est bon pour notre système cardiovasculaire.
Les fruits secs ou séchés vont permettre de rééquilibrer les apports en lipides. Ils sont une bonne source de vitamines, bons pour la santé et pour l'organisme. En clair, ils possèdent acides gras essentiels, des fibres, des vitamines A, B et C, des minéraux et oligo-éléments, glucides qui sont des sources d'énergie. Les fruits secs sont des bonnes calories, donc il serait bien de les intégrer à votre alimentation. Les fruits secs améliorent le flux sanguin, ils boostent également l'organisme. Les fruits secs possèdent une faible teneur en eau comparée aux fruits frais et ils sont plus riches en un peu plus caloriques. Mais rassurez-vous, des bonnes calories. Mais quelles sont les catégories des fruits secs? Il existe 2 catégories. On les retrouve sous le nom de fruits à coque. Ils aident à couper la faim. Amandes, noix, noisettes, noix de pécan, pistaches, cacahuètes, noix de cajou, noix de macadamia, etc. Les fruits séchés, ce sont tout simplement des fruits frais qui ont été déshydratés et ils sont très moelleux, comme raisins secs, abricots séchés, pommes séchées, bananes séchées, figues sèches, dattes, pruneaux, gingembre et beaucoup d'autres. Mais quelles sont les contre-indications? Il faut faire attention aux allergies causées par les fruits secs. Faut-il manger plus de fruits secs? Quelle que soit l'activité qu'on a dans la vie moderne, les fruits secs sont bien pratiques. Il suffit d'en manger de faibles quantités pour avoir de l'énergie et tout un apport en sels minéraux, fibres et oligo-éléments. Comment conserver les fruits secs? Eh bien, les fruits secs peuvent se conserver entre 6 et 12 mois au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour une conservation idéale, les mettre dans des bocaux hermétiques en verre. Eh bien voilà, les fruits secs, donc de toutes les façons, toutes les familles algériennes, demain ça va être tagine l'hlou. Et bien sûr, parce que nous on commence Ramadan avec tout ce qui est sucré. Galek, pourquoi alors on dit qu'il faudrait faire le hlou le premier jour? Normalement, le mois gars, il hello, non? Il coule hlou. Voilà, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous Ça allez va, bien? merci. Notre conseillère juridique, Saber Jamila, qui est là. Alors là, c'est que khlartek. Elle ne s'y attendait. Vous ne vous y attendez pas. Ah oui, je l'ai. Eh ben voilà, oui. moi, à chaque fois, je fais des sorties. hein. Exactement, non, avec Et comme plaisir. c'est la veille, Tout à fait. Je vous souhaite de passer un bon ramadan, À vous aussi. votre famille. Et tous nos chers téléspectateurs aussi. Inch'Allah, nfoutuh bien. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Très. Alors, quel est ce sujet aujourd'hui? Donc, le droit de préemption de l'État, c'est-à-dire on va l'expliquer, on va détailler et tout ça. De préemption, ce qu'on appelle en arabe, haqq al-shufa'a. Voilà. Donc, auparavant, les Algériens ne connaissaient pas très bien c'est quoi ce droit de préemption. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Tout à justement fait. qu'est-ce que c'est? Tout à D'ailleurs, fait. on ne peut pas savoir. Tout à fait. Comme on Et n'est c'est pas fréquent, il faut Ce n'est vraiment pas être fréquent, du domaine exactement, et tout voilà, ça, donc, ou avoir une affaire bien précise pour connaître ce que c'est le droit de préemption de l'État au haqq al-shufa'a. Effectivement. Les dawla. Donc c'est quoi? Alors, ce droit-là existait déjà auparavant. Donc, généralement, quand on parle de droit de préemption, on parle généralement des droits d'enregistrement au niveau des impôts. Et on parle aussi du code d'enregistrement et de fiscalité et tout ça. Et quand on parle, et aussi, ça converge aussi vers tout ce qui est foncier. Aussi. Donc foncier, tout ce qui est vente et achat, tout ce qui est droit à bail, c'est-à-dire les baux, les locations, tout ce qui est droit aussi, les actions aussi. Donc, alors là, cette année, tous les Algériens en parlent et pas mal d'eux n'ont pas compris c'est quoi ce droit-là. Pourquoi? Parce que l'article 79 de la loi de finances 2026 en parle. Et il est applicable, il a commencé à être appliqué à partir du 1er janvier 2026. Donc c'est quoi ça? C'est-à-dire quand il y a une transaction là immobilière ou comme je viens de le citer, un bail aussi, droit à la clientèle et tout ça. Donc et quand il y a une déclaration
au niveau des impôts ou de l'enregistrement, donc la déclaration, elle est insuffisante. Généralement, l'acheteur et le vendeur ne déclarent pas la totalité de la somme lors de cette transaction de vente et achat et tout ça. Ils le faisaient fréquemment d'ailleurs et tout ça. Donc l'État a remarqué que ça, quand même, c'était un manque assez conséquent quand même. Voilà, pour le trésor public. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce droit de préemption existait déjà, c'est-à-dire dans l'intérêt général. Mais là, il a été modifié par cet article 79. Justement, oui. Voilà, donc sur la période aussi. Donc là, quand c'est par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret. Oui, voilà. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Par exemple, vous êtes la vendeuse, vous vendez un bien immobilier. D'accord. Et moi, je suis l'acheteuse. Donc, on va s'entendre sur un prix. Donc, le prix auparavant, avant le 1er janvier 2026, tout le monde, c'est-à-dire inventer et donner un des prix prix à comme lui, ça. voilà, à lui-même. Maintenant, c'est plus maintenant. Ah, Ah oui, En 2026? ah oui, Ah bon? ah oui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, Ça m'intéresse. Hein? ce qui a changé, même pour la location, tout, hein. Ce qui a D'accord. changé, maintenant, il y a un barème qui a été établi Oui. par les services de l'enregistrement des impôts et tout ça. Moi, j'ai récupéré ce barème. Hein, parce Oui, que- justement, voilà, donc, il y a un oui. barème de chaque wilaya. Oui. La wilaya, elle a ses quartiers. Donc les quartiers sont divisés. Il y a les quartiers Effectivement. résidentiels, il y a les mois, il y a les quartiers populaires. Ouais. Et là, vous avez le prix du mètre carré. Alors, il y a ce que vous trouvez le minimum et le maximum. Quand même. Hein. Voilà. Par Eh ben exemple, oui, parce que ça varie de quartier en quartier, Tout à de fait. région en région. Tout Déjà, à fait. déjà à Oran, ça varie. Hein. voilà. Donc c'est déjà, pas la- c'est en pas prenant le même juste, prix d'ailleurs. tout hein. à fait. On prend juste l'exemple. Par exemple, on a eu une affaire comme ça. C'est Belgile. Oui. Voilà. Donc, alors Belgique, par exemple, au niveau, ce que j'ai récupéré le barème des impôts, donc le service d'enregistrement, par exemple, vous avez, il est classé quartier résidentiel, il y a les quartiers, il y a les Dans le nouvelles- nouvel Oran, bien sûr. Tout à fait, Oran S. Donc, il y a plusieurs quartiers. Par exemple, prenons CNL Millennium. Oui. Alors, j'ai trouvé le barème pour les semi-collectifs et tout ça. On a trouvé le barème. Il y a le minimum et le maximum. Le minimum, c'est 85 000 dinars le mètre carré. mètre carré. Le maximum, c'est 95 000 dinars le mètre carré. Donc là, on voit que les gens vendent plus déjà, et quand ils déclarent, Ils ils vendent déclarent. pas uniquement plus. Hein. Voilà. C'est multiplié par 10 Et carrément. quand ils déclarent le problème, ils déclarent beaucoup moins, énormément moins. Dans ce cas-là, quand, par exemple, il y a la transaction, elle est déjà faite chez le notaire, Oui. donc la transaction, ils ont vendu, donc automatiquement, le notaire, il prend le dossier, donc il va vers le service d'enregistrement, parce que tout est enregistré au niveau des impôts, de ce service Ça, c'est en bien. particulier. Ah Il y a, oui, il y a oui. une surveillance rigoureuse. Ah oui, donc là, au niveau des impôts, donc après il y a la déclaration, c'est-à-dire au niveau du service d'enregistrement des impôts, et ensuite la direction de l'agence foncière. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a? La conservation. Plutôt. Au niveau des impôts, ils vont voir. Ils ont leur barème, ils font sortir leur barème. Ils vont voir ce que c'est l'acheteur et le vendeur ont déclaré. Donc, s'il y a insuffisance, ils ont un délai de 3 mois. Donc, ils déclarent la même chose, les deux. Et le vendeur et l'acheteur. Les deux. D'accord. Donc, alors, s'ils déclarent, alors ils vendent très cher, Oui. ou ils déclarent beaucoup moins. Oh là là. Voilà. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps. Hein. Il dépasse Ça, le c'est prix de la du marché. fraude. Bon, si tu veux, en quelque sorte, oui, c'est une fausse déclaration, l'évasion fiscale, il y a tout. Hein. Donc, Voilà. alors, donc l'État, son État perçu, elle se dit non, stop. C'est bon. sûr. Là, ça, c'est quand même, c'est un manque à gagner aussi pour le trésor public. Effectivement. L'État, donc, est perdante aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, au niveau de ce service, ça a commencé le 1er janvier 2026. Et ça continue. Ah ben oui, ça Voilà. y est. Donc, alors, le service d'enregistrement, il ramène le barème, il voit où se situe donc ce bien-là et tout ça. Donc, il voit, il y a une déclaration insuffisante. Ils ont le service d'enregistrement des impôts, ils ont un délai de 3 mois. Donc, un délai de 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déposséder
la personne qui a acheté de ce bien. L'État reprend le bien, elle le prend pour elle, et elle donne au vendeur le montant qu'il a déclaré, plus les frais de vente. C'est Eh grave. ben, c'est Voilà. Donc, tout le monde est perdant. Le bien, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Et l'acheteur, Voilà. comme il a donné plus, mais il a déclaré moins. Moins, Donc, effectivement. il aura pas tout son argent. Ben oui, Voilà. ben c'est logique, moi je Tout à pense ça. fait, tout à fait. Donc il faut faire une bonne déclaration, il faut être Voilà. honnête. Il faut suivre. Il y a un barème maintenant, il faut le Il y suivre. a un barème, je le Voilà. suis, ça s'arrête là. Ça, Pourquoi je vais, mais il y a je vais des frauder gens- pour 2 sous Ah, il quand fraude. même. Il continue, même malgré qu'il y a cette loi qui a été promulguée, il continue. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a dit non. J'ai dit, vous allez tout perdre. Hein. L'État va reprendre le bien en son nom. Elle va vous rembourser la somme que vous avez déclarée, plus les frais de vente. Point barre. Et vous n'aurez plus rien. Donc, mais cette loi a des exceptions. Voilà. Donc, qui est exclu de l'application de cette loi, c'est-à-dire quelles sont les personnes à qui on ne peut pas appliquer le droit de préemption de l'État. Justement, j'allais vous poser cette question. Oui. Donc, quels sont les biens sur lesquels on ne peut pas appliquer cette loi, justement? Tout à fait. Donc d'abord, si par exemple on donne, c'est-à-dire on fait donation d'un bien au profit d'un truc de culte. Voilà, où déjà le bien hadak existe, un établissement de culte existe déjà à la base, et on vend aussi pour une extension aussi de ce bien de culte. Donc là, il n'y a pas de, malgré même si on ne déclare pas la bonne somme, La bonne l'État n'applique pas le droit de préemption. D'accord, Voilà. donc... Quand il y a une vente entre membres de famille. Ah d'accord, la Conjoint. sœur avec sa sœur ou Voilà. avec son frère, Tout ou alors à sa fait, mère, ou tout alors à le fait. père. Ça y est. Jusqu'au 4e degré. Et aussi avec les alliés, c'est-à-dire son beau-frère, sa belle-sœur et tout ça. Les ascendants et les Tout descendants. à fait. Donc là, l'État n'applique pas son droit de préemption aussi. D'accord. Voilà. Donc et aussi donc quand le bien déjà à la base, comme je vous l'ai dit, donc il est pour, c'est-à-dire il va être octroyé, c'est-à-dire où on va faire don pour un établissement de culte et tout ça. Donc tout ça, l'État n'applique pas son droit de préemption. Donc les gens, c'est-à-dire, sont sauvés en quelque sorte. Oui, voilà. C'est ça. Hein. C'est ça, ils ont fait vraiment une faveur Tout à à fait. pratiquement beaucoup de monde. hein. Oui, là, c'est-à-dire c'est entre familles, des fois, c'est vrai, on ne peut pas appliquer le prix avec lequel on vend à un étranger quand c'est un membre de la famille. C'est-à-dire, on essaye de l'aider. Et même concernant les actions aussi, hein, les actions sociales et tout ça. C'est-à-dire Effectivement. les sociétés, les SARL, les SPA, c'est-à-dire un actionnaire veut vendre ses actions. Donc, si l'action est déclarée, la déclaration de la vente de ces actions est insuffisante aussi, l'État, c'est-à-dire applique son droit de préemption et reprend ses actions pour elle. Voilà, et devient actionnaire dans cette société, Dans la cette SPA société, ou la d'accord. SARL ou autre. Alors là, c'est que d'ailleurs, vous nous avez un petit peu expliqué en quoi consiste justement le droit Tout à de fait. préemption et quelles ont été les modifications lors de loi de finances 2026. 2026. Donc, et là, pensez-vous que cette réforme va fluidifier le marché immobilier? Non, oui, beaucoup. Beaucoup Non, oui. Oui. Non, bien Oui. sûr. Et en plus, elle va démasquer les fraudeurs et l'État aussi. Elle va énormément démasquer les fraudeurs et tout ça. Et les personnes de mauvaise foi aussi. Et vous allez voir, l'État va récupérer, représenté par le Trésor public, énormément d'argent. Énormément. Il y avait Voilà, bah énormément d'argent qui partait comme ça en l'air. À droite et à gauche, Tout à pour fait. rien du voilà. tout. Donc, Voilà. ils ont bien fait, le législateur, il a bien fait Bien de sûr. réagir, d'intervenir, parce qu'il y a eu quand même des rapports, des études et tout ça. Ils ont vu que le Trésor public était quand même, il y avait un manque à gagner dans ce sens-là en matière, et surtout les transactions immobilières, elles sont Effectivement. énormes. Voilà. Et vous savez, des fois, elles sont à des prix à Exorbitant. à 50 Parce que- milliards, 60
milliards. Effectivement, Voilà. d'ailleurs, on parle de résidence. D'ailleurs, Oran, maintenant, est devenu une ville à résidence. Quand on parle justement de résidence, par exemple, clôturée ou quoi que ce soit, dans un des quartiers, n'importe Tout quel à quartier, fait. maintenant, il n'y a plus Tout à de fait. quartier, un bon quartier, un Voilà, mauvais tout quartier. à fait. Donc, ils se vendent à 25, à 25 millions le mètre Ouais, carré, c'est trop voire cher. 35, voire 45. C'est très cher, Très cher. excessivement Non, cher. et normalement, c'est pas ça le vrai Oui. prix du mètre carré. Bien Donc, sûr. vous l'avez pas Mais c'est remarqué? bien parce que l'État, là, Voilà. elle va remettre en Tout à question fait. les anciens prix. Tout à Et fait. maintenant, ça marche plus. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est la loi et elle est C'est la applicable. loi qui est Ils ont appliquée. un délai de 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et Pour se l'État- remettre en question. Non, l'État reprend le bien pour elle, à son profit. Mais pour c'est elle. bien, c'est Oui, bien. tout à fait. Vraiment, la réforme a été bien faite, Tout à d'ailleurs, fait. par Sauf- le législateur. Oui, tout à fait, oui. Sauf, par exemple, juste une dernière note, sauf, par exemple, si le bien était dans un état délabré et tout ça, Oui. là, avant de le vendre, moi, je conseille les téléspectateurs de faire une expertise foncière, de ramener un expert foncier, il vous fait, voilà, et vous allez le présenter au cas où l'État revendique son droit de préemption, vous présentez votre expertise. Effectivement. Tout simplement. Alors, quelles sont les garanties prévues pour protéger les droits des parties vendeurs-acquéreurs? Bon, les garanties, c'est la loi. Il n'y a pas plus garant que la loi. Donc la loi est claire dans ce sens-là. Donc on revient à la loi du code d'enregistrement, là où c'est-à-dire on nous oblige de tout déclarer. Moi, ce que j'ai dit, il faut déclarer. Déjà, ça protège l'acheteur. On ne sait jamais après. Ensuite, il y a la loi aussi en droit civil. Aussi. Ah bah oui. Voilà, le droit civil est clair et plus détaillé, plus en matière de vente de biens immobiliers et tout ça. Le droit civil, donc, c'est la base de ce genre de transactions et tout ça. C'est ça les garanties, c'est la loi en général, donc qui est représentée par le droit civil, donc le droit de l'enregistrement et tout ça. Et d'ailleurs, quand l'État, justement, trouve c'est-à-dire que c'est une fraude confirmée et confirme qu'il y a fraude. Alors, quelles sont les répercussions de cette fraude? Quelles sont les répercussions contre le fraudeur? D'accord. Quand c'est une déclaration insuffisante. Donc, il n'y a pas de pénal, il n'y a pas de poursuite pénale actuellement. Oui. Mais la plus grande sanction, c'est quand vous reprennent votre bien. Et c'est-à-dire, vous allez perdre beaucoup d'argent. On vous reprend le bien et tout ça, sachant que vous l'avez acheté plus. Donc, vous voyez la différence là que vous allez perdre. C'est la plus grande sanction. En plus, vous allez perdre votre bien carrément. Et vous serez aussi fiché, en quelque sorte, parce que le service des impôts, entre autres le service de l'enregistrement, ils gardent tout, ils archivent tout, ils ont des fichiers, des trucs. Surtout qu'actuellement, tout est informatisé. Tout à fait. Donc, sur une plateforme, voilà. en bonne et due forme. Voilà. Donc, on ne peut pas entourlouper. Tout à fait. Donc, et celui qui entourloupe en ce moment-là? Bien sûr, mais les impôts peuvent se constituer partie civile et a le droit de poursuivre. Voilà. Actuellement, auparavant, on ne voyait pas les impôts poursuivre les gens pour évasion fiscale. Maintenant, ils sont sans pitié. Hein. Bien sûr, oui. mais ils ont raison. Voilà, donc c'est le pénal, hein, carrément. Bien sûr. Avec les amendes et tout ça. Donc c'est... L'amende, elle s'élève à combien? Ça dépend du montant. Je suis curieuse. Hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Pour vous et pour les chers téléspectateurs aussi, vous le faites aussi. Voilà, pour, je me sens. Tout à fait. Je me mets toujours à la place du Tout à téléspectateur fait. parce qu'on essaye un petit peu de comprendre fait. notre droit déjà et de comprendre justement ces situations. Tout à fait. Et des fois, quand ça nous arrive, il ne faut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, Non, parce que ça à peut- nous, ça nous arrive beaucoup de choses. Tout à fait. Parce qu'on fait est partie de citoyen cette comme tout le société, monde, quand d'ailleurs, même. Voilà. effectivement. Donc, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, concernant le droit de préemption. Oui. Voilà. Donc là, je vous ai dit, on vous reprend le bien, carrément. Ah, d'accord. C'est-à-dire, Très bien. et comme l'acheteur, donc ou l'acheteuse et tout ça, ils ont acheté leur bien plus cher de ce qu'il a été déclaré. Donc, ils vont perdre énormément d'argent. C'est ça, la grande sanction là. Et le vendeur aussi, donc aussi, il sera convoqué et tout ça. Alors, il sera convoqué ou par lettre recommandée ou par huissier de justice, dans un délai de 3 mois après la transaction de la vente.
Voilà. Donc, Donc, il sera convoqué, il sera entendu au niveau du service d'enregistrement par les agents des impôts de ce service cité et tout ça. Donc, là, c'est grave quand même. Bien C'est-à-dire, sûr. vous Donc, êtes, c'est-à-dire, on vous a appris en flagrant délit, là. Voilà, la main dans le sac. tout à fait, c'est une évasion fiscale, une fausse déclaration, donc c'est ça. Hein. D'ailleurs, Donc, on ils en a seront parlé. fichés. Hein. Bon, ça, c'est une autre. Tout à Ça, fait. c'est un autre sujet carrément. La main dans le sac, c'est carrément un autre Tout à sujet. fait. Donc, on y reviendra, ça, dans les prochaines Inch'Allah. semaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ce fut un plaisir. À chaque fois, c'est un Partagez. plaisir de débattre avec vous des Partagez. sujets qui nous concernent tous. Tout à C'est d'ailleurs fait. très Qui important. nous touchent de Donc, près. j'espère qu'on aura alors un autre bon sujet Inch'Allah, à débattre oui, la c'est semaine sûr. prochaine. Pourquoi Inch'Allah. pas. Donc, on aimerait bien découvrir un petit peu. Donc, est-ce que vous êtes déjà nostalgique? Oui, bien sûr. Ah, des chansons. Oui, c'est sûr. Très bien. Alors, nous, on a créé une cocktail. rubrique, un passage nostalgie au Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Je vous laisse dans les souvenirs et on se retrouve juste après avec notre invité. هذا كوستيم جبتها لي اخويا من بالا ياه تقول كوفروا لي ماشي كوستيم راك تبان كي الشوفير تاع الكار صاحبي. هذا هو هذا بوك صاي غداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ريح سلام غير الحاج غداد كاينه خدمه خويا ولد عمي شو حسين العونه ولدي. ياك. اني عاي البارح ديشارجيت سمي تاع باربا اني عاي يا ولدي. اسمع ما تقولي لا باربانا والو راك خدام غير بلسانك. كيفاه بلساني؟ اسمع لي مليح. واه. هذا ولدك الهواري ورانا غادي نخطبوا له. شوف الحاج شوف الحاج هواري هذا. ها خليني نهضر الحاج نعم شويه فهمني. عندك 60,000 نعم. بصح تغلط لا دير ولدي، لي ما طارت نغلطش، ما نغلطش. ديريكت تبعوني هي السيد راه يقارح فيك. هيا نوض. قال لك هربها هذه ها نوض. وشويه شويه لا فاهم هذا هو شرلويات هذا رسول الله رسول الله سيدي محمد يا رسول الله عم دقه رانا من برا ولا انا من الداخل بغيت تكشفني هربا بغيت تكشفني مالك. اروح عندك الهواري بيبليوتيك. يا ودي انا الهواري انا لا بوصوني قلبت لك انا الهواري عندك اللوحه تاع الصحه عندك هو عسى طيح الطابله في الجمجمه عشو بلي جوز ريح من هنا ودي ريح من هنا تاعي ريح مالك ريح عندك اسمع يتفش عندك يتفش الواحد اسمع صايرك يعني داود عليا تاني صدمت هاي علينا عليك عبدك اخويا والله ما كنت دير فيك ثقه الله يعطيك الصحه عبدك اخويا الله يعطيك الصحه لي زافير تعرف قيمة الرجال. فهمت خويا؟ العبها كرون دروك صاير العبها كرون. عبدك واه هذاك شكون هذاك ماشي خوها زعما هذاك نسيبك واه. ياك واه. هذيك اللي حنا شكون هي واه. قاعد تخدم فيا خويا تخدم فيا كحشمه انا العراق عبدك اخويا شحال وانا صايم عبدك اخويا كيف طرت عليك كبش على بالك باللي راك ضربت عصفورين بحجر. ودي اللي ضربت فيه بحجر صاحبي اللي اصفورين هذه بغداد ها برك انا مقرد لي كيما هكا تلاقي روحك اسيدي. النية انا عندي قلبي بيض خير يا ولدي. الله خير مسك سي نور الدين. سي نور الدين. راكم دايرين ساعة خاطر كذا لاباس هايا صرفنا دورك يا سيدي راكم دايرين نقدم لك سي الهواري نسيبك. سي الهواري مرحبا بك الوالد نتاعه الحاج زرتنا بركة راك نورت لنا الدار تفضلوا ريحوا سي نور الدين. تفضلوا ريحوا زعما جابوا حوايج شوفي جماعة انا بعدني فرحان انا مشرك هو حليب بنتي يا ولد. خاطي لهم جيبي لهم كل شيء لاتاي قهوة كاطو دبري راسك كيف راكم دايرين صافا شويه. سي نور الدين كي بلا ما نقول لك سي الهواري بخير عليهم ما خاصه حتى شي. سي ان امبورطاتور تاع حرور كرويه كمون كلش. شاول يحوس على وحده بنت فاميليا تلمه المهم يكون راجل. شوف انا ثاني الشيره ما خاصها عندها وزين عندها حمام عندها 150 حمراء
في الكونت والحمد لله كما راك تشوف ما راه خاصنا هي المهم يكون مفاهمه وتصوالح. محمد ابغد كنت قول قول لا ها غير زوز لافابو وانت جبت حدايا. سي نور الدين انا قلت زعماك لو كان نشوفوا العروسه. ما كاش مشكل. بختها بخ اروح لك. لا انا نتزوج صنفار لا والله ما نشوف. شوف العروسه. لا لا الحمد شيبان. شكون هادو؟ لا زوين. هيدا هادي الهواري. سي الهواري العروسه. Ah ben, elle est belle, hein, la Arosa. Donc, c'est en hommage à Mohamed Jdid, Rabbi Yarhamou. Bien sûr, on a reconnu notre artiste algérienne, Barta. Donc, on la salue à travers le Bonjour d'Algérie parce que je sais qu'elle nous regarde tout le temps d'ailleurs. Alors, je l'ai annoncé tout au début. Alors, nous avons l'invité de la matinale en cette matinée. Alors, il a deux casquettes ou plusieurs, je pense, parce qu'on va le découvrir à travers notre rubrique l'invité de la matinale de ce matin, 18 février. Je le rappelle qu'il est quelle heure? Ah ben oui, il est 9h25. Donc, il nous vient de Belabès, oui, de la belle ville, le trésor, l'un des trésors algériens, la belle ville de Belabès. Alors qu'il raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de, on va dire, c'est le berceau de la musique, c'est le berceau des artistes aussi, du théâtre aussi. Il faut pas oublier tout ça. Alors aujourd'hui, elle nous envoie alors un invité, et pas des moindres des invités, puisque c'est Monsieur Deris Refes. Alors lui, il nous vient avec la casquette. Premièrement, il est chirurgien dentiste, mais il est auteur. Alors, il a à son actif 2 ouvrages. Alors, le premier ouvrage, d'ailleurs, il m'a vraiment attiré. Donc, c'est Roba, la berbère donatiste. Ça, c'est le premier ouvrage. Oui. Alors, le nouvel ouvrage, c'est Moi, l'indigène de Mercier-Lacombe. On va connaître un petit peu cette région. Vous allez être vraiment scotché sur ça. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je vous remercie aussi pour m'avoir invité. Merci à beaucoup. Vous. Alors, déjà, je n'ai pas envie de commencer avec le deuxième ouvrage, oui, mais je reviens sur le premier. Oui. D'ailleurs, Roba, la berbère donatiste, donc on va juste rappeler à nos chers amis téléspectateurs quelle a été déjà votre inspiration à écrire sur Roba, cette héroïne souvent oubliée de l'histoire. Eh bien, vous savez, aujourd'hui c'est le 18 février, donc la journée du Shahid. Effectivement. Et la notion de martyr. Et ça tombe bien. Exactement. Concernant les 2 ouvrages, hein, ça tombe bien. Oui. Même pour le premier. Effectivement. Pour le premier, parce que la notion de martyr, elle est algérienne. Effectivement. Parce qu'elle est antique. Voilà. Et puis Roba est une martyre. Effectivement. Est une martyre parce que tout donatiste qui est tombé sous les mains de l'Église catholique impériale, donc on lui donnait le titre de martyr. Donc le mot martyr est antique, il est algérien. Shahid, il est antique. Il est algérien. Oui, il appartient à l'Algérie antique. Donc les premiers martyrs, c'était les donatistes. Et le donatisme, c'est une réaction purement algérienne. Réaction politique, sociale, qui s'est manifestée durant le 4e et le 5e siècle. Et c'est là que Roba s'est manifesté pour faire face à l'Église à sa façon, comme tous les donatistes, donc face à la présence romaine, en créant sa propre église donatiste face à l'église catholique impériale. Très bien, alors là on y va vers l'ouvrage, le nouvel ouvrage que vous avez lancé il n'y a pas longtemps. Donc Moi l'indigène de Mercier-Lacombe. Alors quand on parle de Mercier-Lacombe, on parle de Suizef. Voilà, oui. C'est un Mascara d'ailleurs. Non, la wilaya de Sidi Bel Abbès. C'est la wilaya de Sidi Bel Abbès. Entre Sidi Bel Abbès et Mascara, bien sûr. Mais la population de Suizef, à 90% est originaire de Mascara. Donc je ne me suis pas trompée. Pas du tout. Ah ben tant mieux, alors, tant mieux pour moi d'ailleurs. Très bien. Alors quand on parle de cet ouvrage, le livre retrace des chroniques d'une Algérienne paysanne insurgée, notamment autour des événements de 1937. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi déjà
ces événements de 1937? Oui. Vous savez, c'est un événement qui marque l'histoire de l'Algérie. L'un des premiers événements, bien avant le déclenchement de la révolution, de la guerre d'Algérie. Et moi, à travers cette nouvelle, donc à travers cet ouvrage, je rends hommage aux communistes algériens. Parce qu'ils étaient, il faut le dire, il faut leur rendre hommage ce 18 février. Parce qu'ils étaient le fer de lance. On va dire que tous les Algériens Non, je ont parle. combattu. Oui, je sais, mais non, mais dans le contexte historique. Non. Dans le contexte historique, donc, ces Algériens qui appartenaient donc à la population algérienne ont été toujours donc dans le contexte. Très bien. Alors, et qu'est-ce qui vous a justement poussé à écrire sur ce village? C'est cette manifestation du 2 mars 1937. Donc cette manifestation qui s'est déroulée le 2 mars 1937, et c'est ces ouvriers, ces paysans qui se sont soulevés face à l'administration coloniale pour demander l'égalité des salaires par rapport donc, aux ouvriers européens. Très bien. Alors, et de quelle façon, justement, votre ouvrage s'inscrit-il dans la littérature mémorielle, d'ailleurs algérienne et contemporaine? Donc il s'inscrit donc, dans l'histoire d'une façon générale de l'Algérie contemporaine. Donc il y a eu, bien avant 1954, il y a eu des mouvements insurrectionnels qui se sont développés jusqu'à l'éclosion de la révolution algérienne. Oui. Et c'est des hommes dans la paysannerie algérienne qui n'ont jamais connu les bancs de l'école et qui sont soulevés face à... Effectivement. Moi, donc, moi, je mets l'importance de la paysannerie algérienne dans la révolte, dans le refus du colonialisme. Et dire qu'en 1937, des paysans qui n'ont jamais connu les bancs de l'école se sont révoltés face à l'administration coloniale, donc c'est un acte très important. Ça veut dire qu'il y a eu une éducation politique bien avant, donc durant les années 20, à travers l'ENA, à travers le PPA, donc au Parti communiste algérien, et enfin arrivé donc au Front de libération nationale qui a été donc ramasser l'ensemble des sensibilités politiques algériennes pour déclencher cette révolution. Et ça vous a pris combien de temps cette pour recherche, l'écriture justement de la recherche et l'écriture de cet ouvrage? Sincèrement, ça m'a pris... Quand on parle d'histoire, quand on parle de mémoire, ça nous prend beaucoup de temps pour faire de bonnes recherches et transmettre justement la bonne information. Ça m'a pris à peu près 15 années de recherche, uniquement pour cet événement. Oui. Parce que, comme a dit le professeur d'histoire qui était là, l'histoire c'est un ensemble d'événements qui sont souvent revisités. Ce n'est pas clos. Donc, chaque événement est revisité à travers les années. Donc l'histoire est ouverte à travers les temps. Bien sûr. Donc, et cet événement m'a demandé des recherches assidues durant une quinzaine d'années. Parce que j'ai déjà publié à travers, donc, pour cette histoire, un premier ouvrage qui a été publié en France, donc Les coquelicots du printemps 37. Et puis il y a eu La Grappe rouge, pour enfin arriver dans la finalité, donc à regrouper ces deux ouvrages pour un seul ouvrage, Moi, l'indigène de Mercy Lacombe. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés dans cet ouvrage. Très bien. Oui. D'accord. Alors, si vous deviez résumer l'esprit de Moi, l'indigène. Vous savez, Moi, l'indigène de Mercy Lacombe, c'est, quand je dis moi, ça veut dire le moi... On va dire de Suisse. Oui, de Suisse. Pour qu'on puisse un petit peu comprendre où se passe justement l'événement. Bon, je dis Mercy Lacombe parce que c'était en 1937. Oui. Suisse, c'est actuellement, c'est maintenant. C'est moi, l'indigène, c'est parce que il faut... Moi, je ne suis pas un historien, je suis passionné d'histoire. Mais ma recherche, à travers donc, tout ce que j'ai fait comme recherche pour mettre en valeur cet événement, c'est de permettre au lecteur d'apprécier cet événement à travers un roman, à travers un dialogue. Oui. Parce que la presse, dans le temps, les journalistes qui ont découvert cette manifestation qui s'est déroulée le 2 mars 1937, ils ont parlé uniquement de la journée de la manifestation. Mais ils n'ont jamais relaté comment s'est préparée cette manifestation.
Alors, moi, justement, c'est que je me pose une certaine question. Parce que vous avez dit, vous avez évoqué, vous avez dit que vous n'êtes pas historien, Oui. vous n'êtes pas, justement, vous êtes une personne scientifique. Oui. Vous êtes chirurgien dentiste, Oui. donc vous êtes dans le côté médical, dans le domaine médical, et là vous vous retrouvez en train d'écrire des ouvrages. Alors comment s'est faite justement la transition? Vous savez, moi je suis un scientifique. Donc automatiquement j'ai un esprit scientifique. Donc je me permets d'investir le domaine de l'histoire avec mon esprit scientifique. Donc je développe un événement scientifique de façon scientifique. Ce qui me permet de faire une recherche beaucoup plus assidue. Et donc si j'ai fait cette recherche, ce n'est pas pour mettre en valeur un produit académique. Cela ne m'intéresse pas. Mais donner la possibilité au lecteur d'apprécier cet événement à travers un récit romancé, sans pour autant toucher, changer le fond de cet événement. Donc il y a les personnages, les lieux. Est-ce que les personnages mentionnés dans votre ouvrage, ce sont des personnages qui ont vécu ces manifestations? Bien sûr, bien sûr. Donc ce ne sont pas des personnages imaginaires? Non. Les véritables personnages sont évoqués donc, dans mon ouvrage. Et il y a aussi cette inspiration pour encore donner de la valeur au roman. Ça nous permet d'ajouter des personnages fictifs pour combler certaines informations. Mais ça ne change pas du tout le fond de l'événement. Oui. Et cela m'a permis, ça veut dire que pour moi, dans cet ouvrage, c'est comment s'est préparée cette manifestation. Donc j'ai fait une recherche de proximité donc, qui a duré. Et là, j'ai connu les différents endroits où se rencontraient donc, les principaux acteurs de cette manifestation. Donc, et puis, il y a le coiffeur Hafad, il y a le café de Sibin Sherif, et puis il y a le tailleur Khaled Djilali, qui est le véritable acteur. Donc, il y a des endroits, le bain, les cafés. Et j'ai créé un environnement, donc, à travers les dialogues, qui ont permis l'éclosion de cette manifestation jusqu'à arriver au jour de la manifestation. Donc, la préparation de la manifestation s'est faite par les principaux instigateurs dans des endroits où ils sont rencontrés. Et ça qui est important, c'est ça qui est très important. Ce sont les lieux. Les lieux. Et puis, le lecteur aura une idée sur la préparation de cette manifestation et puis le jour de la manifestation. Et c'est comme ça qu'on transmet l'histoire. Parce qu'actuellement, l'histoire, pour donner de la valeur à l'histoire, il faut la romancer. Bien sûr. C'est une nouvelle approche. Justement. Alors, est-ce que vous prévoyez écrire un autre ouvrage sur l'histoire et la mémoire algérienne? Bien sûr. Bien sûr, je suis très attaché. Et cette fois-ci, ça va être... Vous savez, cette fois-ci, je vais parler d'un événement très, très important, donc, qui s'est déroulé dans notre région. Donc, je laisse un peu, je ne veux pas trop m'étaler sur cet événement. Oui. Et on dit que tout auteur qui ne décrit pas d'abord les événements de sa ville natale, il faut commencer par écrire sur sa ville natale. Le Sfizif est ma ville natale. Donc le premier roman, c'est Roba. Donc Roba a aussi existé dans ma région. Donc c'est aussi un travail qui a duré 25 ans de recherche. 25 ans de recherche pour pouvoir arriver à mettre sur table un roman qui a été nominé au Grand Prix à Sedjebbar 2024. Ah, Laïberg. Oui. Très bien. Oui, et puis voilà, je continue à écrire sur l'histoire de mon pays, sur les événements, je les valorise. Je les valorise et puis je leur donne... Ça rentre dans le cadre de la transmission de l'histoire et de la mémoire. Exactement. Voilà. Mais ce qui est important dans mon ouvrage, moi l'indigène du Meskilakom, c'est d'écrire cette misère qui a donc secoué un peu ma région durant les années 20 et 30. C'était même la même misère au niveau de la métropole. Et cette misère qui a permis à ces gens-là, à ces paysans, à ces ouvriers, parce que le jour de la manifestation, il y avait
il y avait à peu près, d'après la presse étrangère, hein, d'après la presse étrangère, donc vous avez là, c'était à peu près 10 000 indigènes. À Merci-la-Com, 10 000 indigènes dans un village qui regroupait 8 000. Donc cette manifestation a regroupé les ouvriers et les paysans de toute la région. Vous savez, le travail qui a été fait par les instigateurs de regrouper la paysannerie et la masse ouvrière de toute la région, de Sidi Bel Abbas, de Mascara, pour venir manifester à Merci-la-Com. Et ça a duré une journée. Hein. Ouais. Une journée, et puis... Mais ça a fait quand même vraiment... ça a fait du bruit, oui, comme on ça dit. a fait du bruit. Très bien, donc c'était un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie, de discuter un petit peu de tout ce qui est mémoire, histoire algérienne. Et la deuxième nouvelle, vous savez, c'est l'histoire d'amour entre l'indigène et la fille d'un colon. Eh ben oui, oui. Eh ben oui. Très bien, donc et là, on est obligé de se quitter. Oui, et puis, je vous souhaite un bon ramadan. Donc, on reste justement, on a le sujet alors de Fatima Merar sur les épices, non? D'accord, très bien. Donc, c'est le sujet de Souad Ben Attia sur Nassim El-Andalous. Eh bien, et on se retrouve juste après avec la dernière ligne droite de notre Bonjour d'Algérie d'aujourd'hui. Je le rappelle, on est le 18 février 2026. Il est exactement 9h40 et on se retrouve juste après. Incarne l'âme vivante de la musique arabo-andalouse, fondée par des mélomanes passionnés, s'est donné pour mission de préserver, transmettre et enrichir un patrimoine séculaire qui fait partie intégrante de l'identité culturelle algérienne. Nassim El-Andalous s'est imposé comme un véritable pont entre tradition et modernité, offrant aux jeunes générations un espace d'apprentissage et de découverte. فرقة نسيم الأندلس قد تأسست في سنة 1968 وهذا بمبادرة من 4 أصدقاء هم الله يرحمه غول يحيى غول بالقاسم. La troupe Nassim El-Andalous a été fondée en 1968 sous l'initiative de 4 amis qui sont Ghoul Yahya, Ghoul Belqasem, Fethi Hamdi et moi-même. Au fur et à mesure, la troupe a évolué pour devenir au final une association, juste après notre participation au festival Shabab, organisé en 1969. En partant de là, le nombre a augmenté et les activités de l'association se sont diversifiées, au point d'être divisées en 4 catégories. La catégorie senior avec 50 membres, la catégorie junior, et nous avons également la catégorie débutant, programmée en début d'année. La musique andalouse est notre patrimoine. Nous devons la préserver et la valoriser. Et avec des associations comme celle-ci, nous transmettons cet héritage à nos enfants. Avec un esprit collectif et convivial, une atmosphère où se mêlent harmonieusement l'amitié et la passion, et chaque prestation devient une célébration de la beauté des noubas, des mélodies intemporelles qui résonnent comme une mémoire. J'ai rejoint cette association en 1980. Mes enseignants étaient Belqasem Ghoul, Amin Mesli et Yahya Ghoul. On garde de beaux souvenirs avec eux et aujourd'hui, nous perpétuons leur héritage artistique avec ma fille. Nous aimons cette musique qui coule dans nos veines. J'ai appris d'enseignants qui nous ont motivés à nous perfectionner constamment. J'ai commencé avec le chant et ensuite j'ai appris à jouer sur un instrument, à savoir la mandoline. Avec mes enseignants, nous avons commencé par des méthodes simples avant de se perfectionner davantage. En tant que génération, nous essayons de valoriser notre héritage. Nous avons appris de grands chiours et nous continuerons d'apprendre davantage. Je suis présente à chaque répétition et chaque élément un de l'autre, tout en consultant nos chiours pour l'exactitude des exécutions. Nassim El-Andalous, où chaque note, chaque nouba est une étoile qui scintille et une flamme culturelle qui éclaire et perpétue l'héritage andalou. Bismillah biha بديت وعلى النبي صليت
Moi, je parle toujours avec nos invités et je parle toujours avec les personnes qui travaillent avec nous. Donc, c'est juste pour un petit peu détendre l'atmosphère parce que dans le studio, c'est vraiment une atmosphère très détendue. Alors, on reçoit avec nous Nassim El-Andalous, représenté par son vice-président Mohamed El-Habib Mansouri. C'est un artiste et pas des moindres des artistes. Bonjour. Bonjour Iman, Ça va? merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans le plateau de Canal Algérie. Très bien. Alors le plaisir est pour nous, surtout cette fois-ci vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes accompagné de Madame Meliha Belkhodja. Alors elle est vraiment stressée aujourd'hui. Alors là, parce que c'est sa première télévision aussi. Hein. Bonjour, ça va? Alhamdulillah. Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va, Merci de toute façon c'est juste au début. Reçu sur votre plateau. C'est Très un ravie plaisir. d'être parmi vous. Ah ben, c'est un plaisir de vous retrouver devant moi. Merci. Enfin, Le plaisir cette est partagé. musicienne qui a une très très belle voix et qui a beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer aussi, puisque vous êtes artiste jusqu'au bout des doigts, puisque vous êtes même artiste plasticienne. Oui. Et bien la prochaine fois, on vous invitera pour vos tableaux. Inch'Allah. Très bien. Inch'Allah, merci. Alors là, on reste sur Nassim El-Andalous, la création de cette association. C'est dans les années 60, c'était en 1968. D'ailleurs, on a pu le voir sur le sujet qui est juste passé. Donc, quelles sont les missions primaires de l'association Nassim El-Andalous? Écoutez, l'association, moi je dirais plutôt c'est une école, beaucoup plus qu'une association. Parce que nous formons des générations et des générations de musiciens. Et dans l'association, nous avons plusieurs classes. Donc les enfants viennent pour la première fois dans la première classe. Des années après, passent deuxième, troisième classe. Ensuite, nous avons un groupe qu'on appelle cadet, c'est-à-dire que là, ils sont déjà initiés à l'instrument et qu'ils peuvent former déjà un petit orchestre. Ils ont quel âge, les cadets? Bon, ça dépend. Maintenant, les âges diffèrent parce qu'avant, c'était vraiment que des jeunes. Mais maintenant, il y a même des adultes qui sont intéressés, qui viennent apprendre cette musique. Donc, bon, mais en général, ça se situe, ce sont des adolescents, donc ça se situe entre 12 et 15 ans, voilà à peu près. Ils sont jeunes, hein? Ils sont jeunes, oui, bien sûr. Ensuite, nous avons la classe junior. La classe junior, alors là, c'est un orchestre. C'est l'orchestre qui se produit lors des concerts. Voilà, tout à fait. Ils peuvent se produire, pardon. Donc, qui sont vraiment représentatifs. Et bien sûr, nous avons l'orchestre supérieur qu'on appelle senior. Les seniors. Donc les seniors, là c'est l'orchestre qui est le plus représentatif de l'association. Et d'ailleurs, ce sont les seniors qui donnent des cours pour la formation. Justement, ce sont les professeurs qui enseignent, ce sont des éléments des seniors. C'est eux qui enseignent les autres classes, bien sûr. Très bien. Et quels sont les types justement d'activités que vous proposez c'est-à-dire au sein même de l'association Nassim El-Andalous? Au sein même de l'association, il y a toujours des manifestations, des petits concerts, ou là, des petites soirées comme ça qu'on fait au niveau de l'association, qu'on invite les parents d'élèves, ils viennent assister pour voir le niveau de leurs enfants, l'évolution, etc. Donc ça se passe, mais à pratiquement tous les trimestres ou tous les semestres, ça dépend. Très bien, et là je m'adresse à notre stressé aujourd'hui, Meliha Belkhodja. C'est toujours un plaisir de vous recevoir au Bonjour d'Algérie, Marhaba Bik. C'est votre première télévision aujourd'hui, donc on va essayer de vous connaître un petit peu et vous faire connaître au public. Donc Meliha Meliha Belkhodja. Alors vous êtes une membre de l'association, mais aussi alors vous êtes une interprète et vous êtes une musicienne. Depuis quel âge? J'ai intégré l'association à l'âge de 8 ans. Très jeune. Oui, et j'ai dû m'arrêter pendant une période. Donc je viens de reprendre, ça fait quelques temps.
Ah. À cause de, j'avais une responsabilité, les enfants, vous voyez, avec le travail, c'était pas possible. Donc, une fois que mes enfants ont grandi, j'ai pu reprendre. Vous aimez tellement cet art? Oui, oui, c'est dans le sang. Oui, effectivement. Alors, et vous, vous émergez, on va dire, sur quel instrument de musique? J'étais sur le oud, mais après ma reprise, j'ai repris la mandoline. Donc, Très bien. voilà. Yeah. D'accord. Alors, est-ce que actuellement, vu que vous êtes considérée comme une ancienne de l'association, est-ce que vous transmettez votre connaissance à d'autres générations? Oui, on essaye. À vos enfants? Oui, oui, à la maison, bon, je n'ai jamais arrêté de chanter. À la maison? Oui, oui. Je fais le ménage. En cuisine, quand vous oui, cuisinez? oui. Oh là là. Oui. Oui. Donc j'aime tellement. Ils ont de la chance. Hein? Oui, merci. Donc c'est ça. Il y a eu même un de mes enfants qui avait fait pendant une période, il s'est intégré à l'association. Et puis même l'aînée aussi, elle vient de reprendre dernièrement. Donc c'est une famille d'artistes. Oui. C'est bien ça, oui. Parce que vous avez tout le temps des mélodies, vous avez tout le temps des chants à la maison, c'est la bonne humeur, c'est bien, hein, tout à fait, oui. Vraiment c'est bien. Une bonne ambiance. Une très bonne ambiance. Alors je vais vous inviter d'ailleurs à nous interpréter, on va dire, ce que vous voyez propice pour nous. Alors qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Un petit sika, ya khaliq al-ash al-adem, vu que c'est à... Bon, c'est à la veille du mois de du mois de Ramadan. Voilà, un peu de mdih, un voilà. petit mdih, voilà. Très D'accord, bien, alors on merci. y va. Oui. يا خالق العرش العظيم يا ذا الجلال اعفو علي يا كريم والطف بحالي اعفو علي يا كريم والطف بحالي يا عليم ما بالخفا هون علي نمشي نزور المصطفى قبل المنية ونرى مقام أهل الوفا العشر الراضية ما بين زمزم والحطيم نشهر مقالي عفو علي يا كريم والطف بحالي ونرى مقام أهل الوفا العشر الراضية ما بين زمزم والحطيم نشهر مقالي عفو علي يا كريم والطف بحالي لا إله إلا الله الوحيد الحق المبين محمد رسول الله
صديق الوعد الأمين من شركم فحتي الأكوان بالأراجي ومن نوركم بدا الآفاق بسروجي أهلا بكم مرحبا بشرانا بوفدكم مهلا مؤذنون بصبح المنبلج لله أشكو حزني وشوقي ولوعتي عساه يعفو ويدركني بالفرج لا إله إلا الله وحيد الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين. Alors, je vais vous transmettre ce que m'a dit la rédactrice en chef aujourd'hui, Fatima Merar. D'ailleurs, elle vous a dit, vous avez tellement une très belle voix qu'on n'a pas envie de vous arrêter. Et c'est vrai, là, j'ai été agréablement surprise, et surtout quand vous m'aviez dit que vous avez arrêté quand même un certain moment. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. Une très très belle voix. C'est la voix d'un rossignol d'ailleurs. Donc, et là, je m'adresse à vous, Mohamed Elhabib Mansouri. Vous êtes vice-président de l'association Nessim El-Andalous. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations avec d'autres, on va dire, d'autres partenariats aussi, avec d'autres associations, avec... Oui, bien sûr, on est toujours en relation avec les autres associations. On est invité par d'autres associations. Parfois, on fait des fusions. Donc, il nous arrive souvent de faire des fusions avec une autre association d'Alger. Pourtant, ce sont deux écoles différentes, l'école d'Alger et l'école de Tlemcen. Mais on a beaucoup de similarités. Donc, on arrive à faire une nouba jumelée. Donc, partie algérois, partie Tlemcen. Ça, c'est très joli. Oui. Là, c'est qu'il y a une question qui me vient à la tête. Est-ce que la chanson, on va dire la musique arabo-andalouse, peut s'entremêler avec d'autres styles musicaux plus contemporains? Tout à fait. Tout à fait. Donc vous êtes pour, on va dire, pour la modernisation de ce style musical ancestral qui est considéré comme un style musical classique. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas. Non, ça c'est pas le fait d'être d'accord. C'est-à-dire que moi je suis plutôt classique. Je veux garder ce qui est ancestral, hein, ce qui est traditionnel. En parallèle, s'il y a des changements pour moderniser cette musique ou une partie de cette musique, c'est pas un problème. Mais gardons toujours le traditionnel, la base, le traditionnel. Ça, il faut toujours le garder. Oui. Et c'est notre objectif dans l'association, c'est de transmettre toujours le patrimoine national qui est la musique andalouse algérienne et la sauvegarder telle qu'elle est et telle qu'elle nous a été transmise, et on essaye toujours de la transmettre telle qu'elle aux générations. Très bien, alors une toute dernière question. Du moment qu'on est à la veille du mois de Ramadan, donc ce sont des, on va dire des programmes de plusieurs associations de musique andalouse qui vont se produire le soir, parce que le soir c'est la fête, c'est le côté festif de Ramadan. Donc est-ce que vous êtes programmé, donnez-nous des dates s'il y a programmation? On est programmé le 6 mars déjà, à Tlemcen, dans la salle Brixi. À Oran, on est programmé le 13 mars, à la salle Maghreb. Oui, donc, avec l'ONCI. Avec l'ONCI, et c'est toute l'école qui va être représentée. Ce n'est pas uniquement l'orchestre supérieur, c'est toute l'école. Donc il y aura toute... Vous avez choisi le programme que vous allez interpréter? Bien sûr, ça sera du mdih. Ah, ça, c'est sûr. Les Imen, qu'est-ce que c'est que cette question? Vous allez chanter, vous allez interpréter, Meliha? Pour le moment... Avec le groupe, oui. Oui, avec le groupe. Oui. Avec le groupe. Oui. Très bien. C'est dommage parce que moi, je la vois en seul, hein. Franchement, c'est possible. Une voix... On n'a pas encore défini exactement le programme, mais c'est possible qu'elle fasse un solo.
Très bien. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, quoique Mohamed Lahmi Mansouri, on a l'habitude de le recevoir sur le plateau, mais Tia marhaba bik particulièrement, parce que c'est la première fois, c'est le premier passage de télévision, et vous avez accepté notre invitation, donc merci beaucoup. Vous nous avez choisi aussi, c'est tout à notre honneur d'ailleurs. Merci. Et Ramadan Moubarak, Merci à vous aussi, alors je souhaite un bon ramadan à toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, où qu'elle soit, et surtout particulièrement celle qui travaille avec moi, qui est avec moi, que ce soit à la régie ou au studio, bien sûr. Ramadan Moubarak à tous mes collègues. Eh bien, et un bon ramadan à Madame Bouayed Nour Hayed, c'est particulier. Pour elle, c'est une dame magnifique, adorable, et à son tour, elle souhaite un bon ramadan à sa douce maman, Rachida, à sa sœur, à son frère et à toute sa famille, où qu'elle soit, à la famille Bouayed. Donc, quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie, toute la chaîne de la télévision algérienne, toutes les chaînes de la télévision algérienne, Ramadan Moubarak. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être la première semaine de Ramadan et ça va être un plaisir de vous servir de 8h30 à 10h. Donc, n'oubliez pas que l'horaire a changé. 8h30, 10h. Le mercredi prochain de la station régionale d'Oran. Au revoir.